sur le papier, il peut y avoir une progression, un step-up, mais que la marche va être beaucoup trop haute, surtout quand on va parler en particulier de deux autres clubs dans cette division. Salut à tous les agents libres, c'est Tailgate, l'émission 100% foot US de The Free Agent. Alors, nous sommes en preview, les previews de la AFC Nord, pardon, je ne vais pas me tromper tout de suite. AFC Nord, une grosse division après l'apéritif la semaine dernière. Aujourd'hui, on rentre vraiment dans les grosses divisions historiques. Donc, AFC Nord, les Browns, les Steelers, les Ravens et les Cincinnati Bengals. On va pouvoir parler de tout ça avec mon acolyte, c'est Seb aujourd'hui. Salut Seb, comment ça va? Salut Yaya, bonsoir à tous les free agents et toutes les free agentes aussi. Ça va très bien, je te remercie. Je suis prêt pour aller me geler les glaouis dans la FC Nord. Et puis donc, il va falloir qu'on parle des Browns. Donc on va parler des Browns. Eh bien oui, alors comme ça tu me lances tout de suite, on va parler des Browns. Les Browns qui l'année passée ont fait 7 victoires pour 10 défaites. Le gros coup de l'année dernière, c'était le transfert de Deshaun Watson, mais il avait une suspension, il est arrivé pour les 6 derniers matchs. Je vais te lancer en profondeur tel Deshaun Watson avec un receveur, un Mari Cooper, pour pas dire. Est-ce que cette année, on peut voir quelque chose du côté de Cleveland, notamment via leur quarterback? Alors les Browns, c'est les Browns. C'est-à-dire que moi, j'arrive jamais à savoir ce qu'on va avoir avec ce club. Ça fait des années, j'ai envie de dire des décennies qu'on dit que c'est l'année 1 de quelque chose. Chaque année, on est déçu. Alors oui, effectivement, le facteur, ce sera Deshaun Watson. Est-ce qu'il peut retrouver son tempo et les capacités qui ont poussé Cleveland à le signer avant, on va dire, ces petits problèmes hors football, n'est-ce pas? Ils étaient déjà là. Ils ont pris le risque de le prendre malgré ça. Grosse inconnue. Grosse inconnue pour moi. Enfin, ça tiendrait qu'à moi, ce type, il devrait même pas être sur un terrain de football, mais passons. Grosse inconnue, parce que sur ces 6 fameux matchs qu'il a joué la saison dernière, il s'est quand même montré assez rouillé sur plein de choses. Alors, ça peut se comprendre avec la suspension qu'il a subie. Est-ce qu'il peut rebondir? Pour moi, gros point d'interrogation du côté des Brands. Après, j'ai tout envie de dire que pour ce club, il y a quelques raisons d'espérer, puisqu'ils ont fait quelques belles signatures en attaque. Il y a Marquis Godwin qui est arrivé. Ils ont tradé pour avoir Elijah Moore. Ils ont drafté un autre receveur avec Cédric Tillman. Donc, là aussi, on voit un club qui veut donner des armes à son QB. Est-ce que ce sera suffisant? Moi, j'ai envie de dire que sur le papier, il peut y avoir une progression, un step-up, mais que la marche va être beaucoup trop haute, surtout quand on va parler en particulier de deux autres clubs dans cette division. Totalement. Est-ce que aussi on peut parler de la défense, parce qu'on parle de l'attaque, mais c'est une grosse défense. C'est un jeu beaucoup à l'ancienne quand même, avec Nick Chubb, on ne l'a pas évoqué, qui est un top running back de cette attaque, et même de la ligue. Et la défense, notamment menée par Myles Garrett. Est-ce que là, c'est pas vraiment l'identité, c'est run surtout, on défend fort et on essaye d'avoir un jeu de course? Alors, moi, je suis très curieux de voir ce que va donner l'arrivée de Jim Schwartz en defensive coordinateur. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui appelle des jeux très agressifs, qui a cette mentalité-là. Là où la saison dernière, avec Joe Woods en defensive coordinateur, on voyait quelque chose d'un peu plus conservateur, beaucoup de cushion coverage, très peu de bump and run, de choses comme ça.
Ils ont signé Dalvin Thompson en defensive tackle. Ils ont signé un safety avec Juan Thornhill. Et ils ont Oui. drafté un autre safety de Baylor, Siaki Ika, pardon. Désolé si j'ai écorché son nom, qui peut faire un duo intéressant avec Thornhill. Donc, s'il doit y avoir step-up, oui, cette défense, elle va être un élément clé. En particulier, si du côté de l'attaque, on a une défaillance au poste de quarterback. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que d'ores et déjà, Stefanski est un candidat à être coupé? Stefanski, le coach, hein. Oui, bien sûr. Je précise pour les auditeurs. Le coach des Brands, c'est un petit peu l'équivalent d'un siège éjectable hein, comme poste. Compliqué. S'il n'y a pas une progression, s'il n'y a pas, allez, ne serait-ce que un mieux, une fiche positive, même si ça ne fait pas les playoffs, ça pourrait lui être fatal parce que ça va être difficile de justifier que le club est en reconstruction quand tu as un QB qui était déjà là auparavant, même si pour le moment, il a joué que 6 matchs pour le club. Oui, puis il a coûté cher en tour de draft et il a été re-signé. Donc, il a été re-signé, il leur a coûté cher, en effet. Et alors, petite fun fact, il commence sur les 5 premiers matchs par 4 matchs à domicile. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire le carton plein tout de suite, il faut performer tout de suite. Il faut performer tout de suite parce que ce sera impardonnable de se louper sur cette série. C'est un luxe même de commencer comme ça. Après, il ne faut pas oublier qu'on parle d'un club qui a décroché son dernier titre de division en 1989. À titre personnel, en 1989, je ne savais même pas que le foot américain, ça existait. Alors, juste, moi, je vais quand même reformuler sur ce que tu viens de dire. À cette époque, c'était pas les Browns de maintenant qui les Browns de maintenant sont une team d'expansion. Oui. Et les Browns de l'époque sont partis dans la division, mais ailleurs. Voilà, exactement. C'est les Browns, mais c'est pas les Browns. Néanmoins, l'historique du club reste. C'est pas pour rien que le groupe d'investisseurs qui a poussé pour que un club se remonte à Cleveland a choisi de conserver les mêmes couleurs et le même nom. On sait à quel point la ville est attachée à son club de foot. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, historiquement, la franchise est partie du côté de Baltimore. Est-ce que toi, tu vois des choses à rajouter sur nos amis de Cleveland, à part que de citer la fameuse phrase de Joachim Noah en NBA, Nothing is cool in Cleveland, nobody goes in vacation in Cleveland? Si, il y a le Rock'n'Roll Hall of Fame hein, à Cleveland quand même, c'est pas rien. Hein. Moi, je pense c'est un club qui va essayer de ne pas finir au fond de la poule. D'accord. Toi, ok, on verra. Donc, on verra. Je vois que tu es fort peu optimiste pour eux. Je serais pas loin d'être d'accord avec toi. C'est compliqué d'être optimiste pour les Browns, tu me l'accorderas. Tu parlais du Rock'n'Roll Hall of Fame. J'en profite pour saluer notre ami de Steelers France, Romain, qui était avec nous pendant les lives de Thanksgiving ou je ne sais plus lequel. Et on va parler maintenant donc des Steelers. Les Steelers, alors c'est la belle, comment dire, la belle surprise de l'an passé. On les attendait, beaucoup les attendaient au fond du fait-tout. Quand j'ai fait ma première preview l'an passé, j'avais dit attention aux Steelers. Il y aura toujours ils se battront toujours. Ils ont un coach qui reste sur une série de 16 saisons consécutives depuis qu'il a pris l'équipe, Mike Tomlin, positive. L'année dernière, ils finissent à 9 victoires, 8 défaites. L'an passé, on a vu surtout, comment il s'appelle, Kenny Pickett et Pickens ensemble pour prendre l'attaque, prendre en charge l'attaque. Est-ce que pour toi, tu vois que eux, ils doivent prendre le contrôle de cette équipe pour faire passer un cap, sachant que la défense, avec notamment 2 joueurs à plus de 10 sacs et TJ Watt blessé, la stat, je la rappelle parce que je la sortais beaucoup l'an passé, les Pittsburgh ne gagnait pas de match en l'absence de TJ Watt. Ils ont commencé à en gagner l'an passé. Est-ce que toi, tu vois des choses du côté des Steelers et est-ce que tu les vois continuer cette
comment dire, cette série The Strike qui, on l'espère, dépassera celle de l'Undertaker, un de tes modèles. Oui, surtout que, enfin, la différence, c'est que lui, il est mort, moi, je suis vivant. Voilà. Oui, pour répondre à ta question, il faut que Pickett et Pickens prennent en main cette équipe, et je crois que c'est ce que l'on attend d'eux. Pickett, justement, Kenny Pickett, il a été, je pense, bien meilleur que ce que l'on redoutait la saison passée. Ce que l'on redoutait. Ah, tout de suite. Oui, oui. Toi, tu t'attendais à quelque chose de bof-bof? Je m'attendais à quelque chose de bof-bof, d'autant que, bon, il a quand même des. Pittsburgh, au poste de quarterback, il y a quand même des grandes chaussures à enfiler. Hein. Oui. Il y a quand même quelques gros noms qui sont passés par là historiquement et récemment. Donc, tu parles du sosie de Flav. Exact, Salut Flav. je parle du sosie de Flav, mais je pense que le dit sosie fréquente plus les bars à étudiantes que notre bon Flav, qui reste droit dans ses bottes. Lui. Alors, excusez-nous, c'est la private joke du côté de Tailgate. Flav et le sosie de Big Ben Roethlisberger. Et, vas-y, excuse-moi. Donc voilà, oui, historiquement, il y a quand même de sacrés pompes à enfiler quand on est quarterback à Cleveland. Et il a montré voilà, des capacités meilleures que ce que les critiques redoutaient. Après, si je voulais être narquois, ce qui n'est pas mon genre, bien sûr, tu me connais Yaya, on pourrait dire que dans la FC Nord, il y a 3 QB super excitants et Kenny Pickett. Mais peut-être qu'un QB traditionnel, voilà, in the pocket, c'est ce qu'il faut du côté de nos amis des Steelers. Plus, ils ont très bien drafté avec le tackle Broderick Jones et le cornerback Joey Porter Jr., qui sont probablement des starters immédiats. Il faut que Kenny Pickett il montre que c'est lui, que c'est The Man à Pittsburgh et qu'il est prêt à prendre les choses en main. Ils en ont besoin. Et c'est à ce prix-là que Mike Tomlin pourra conserver sa série de saisons non négatives, puisqu'il a une saison à 8-8. Oui. C'est à ce prix-là que ça soit. Après, je pense que c'est un club qui est en pleine reconstruction actuellement. Oui. Donc, effectivement, cette fameuse série, elle a été sauvée de justesse la saison dernière. Mais voilà, ça peut basculer dans un sens comme un autre, même si je suis beaucoup plus confiant du côté de Pittsburgh que je n'ai pu l'afficher du côté de Cleveland, hein, bien sûr. D'accord. Najee Harris, est-ce que tu penses que ça va être une clé pour pouvoir justement donner un peu de temps à Pickett? Oui, ce sera forcément un atout et c'est ce dont Pickett, c'est un quarterback de poche très classique. Donc c'est saison qu'il va avoir besoin, il va avoir besoin d'être protégé. D'accord. Ok. Donc on va voir ça. Un petit mot pour la défense, parce qu'il y a quand même de sacrés skills players. Malgré tout, l'an passé, avec beaucoup de sacs, avec Micah Fitzpatrick, qui est peut-être un des meilleurs safety de la ligue. Mm-hmm. On l'a vu notamment l'an passé contre les Bengals d'entrée. Il se fait prendre sur un touchdown, il va contrer un P80, un coup de pied de transformation. Il a fait 6 interceptions et malgré tout, ils ont pris beaucoup de points, ce qui est très très rare du côté de Pittsburgh. Sébastien ? J'ai perdu le son, je suis désolé, je n'ai pas entendu ta dernière question, Yaya. Tiens, l'équipe avec beaucoup de skills players, mais une défense qui a pris beaucoup de points. Une défense qui a pris beaucoup de points. Tu as souligné l'importance extrême de TJ Watt tout à l'heure. Tu as rappelé le rôle essentiel de Micah Fitzpatrick. Ça reste les deux piliers de cette défense. Ils ont ajouté de la profondeur.
en faisant venir les D-end Kenny Benton et Nate Herbig, et puis le defensive back Corey Trice Jr. également. Et je pense que précisément, c'était les postes sur lesquels ils avaient besoin de profondeur. Là aussi, on est sur une escouade défensive qui est en reconstruction, comme le reste du club. Moi, je vois un club de Pittsburgh qui saura être compétitif au match par match. Sur la durée de la saison, ça peut être un peu plus compliqué, justement, parce que ça peut être usant pour eux. Et au-delà, les playoffs, ça peut être un petit peu compliqué pour eux. J'ai peur aussi que la marche soit un petit peu trop haute, moins haute que pour Cleveland, mais encore un petit peu trop haute pour eux. Je vois Pittsburgh comme un work in progress. D'accord, oui, tout à fait. Et on peut, souligner le travail quand même de Mike Tomlin. Et ça va être une des seuls enjeux du côté de Pittsburgh, puisqu'ils n'ont pas d'obligation de résultat cette année. Encore, ça viendra avec le temps, mais ils n'ont pas l'obligation de gagner. Non, ils n'ont pas d'obligation de gagner. On sait l'état dans lequel est la franchise actuellement. Il n'y a pas d'obligation de gagner. S'ils devaient accéder aux phases finales, ne serait-ce qu'au tour de wildcard, ça serait une chouette surprise. Voilà. Ouais, tout à fait, tout à fait. On va suivre avec attention, puisque on rappelle quand même que les Steelers sont une des équipes les plus suivies du côté du championnat de NFL. Ils détiennent le plus grand nombre de Super Bowl de mémoire. Ils détiennent le plus grand nombre de Super Bowl, et puis c'est une vraie franchise historique de la NFL. Là, pour eux, le terme n'est pas galvaudé. On ne citera pas pour qui ça peut l'être. On va passer à la suite, si tu veux bien. On a parlé des Browns, on a parlé des Steelers, des gros rivaux de division. Il y a eu beaucoup de bizarrement, ce n'est pas trop leur habitude, mais de remue-ménage autour d'eux. C'est les Baltimore Ravens. Comment il s'appelle? Lamar Jackson a signé son gros contrat. Il a eu gain de cause avec OBJ, Odell Beckham Jr. qui arrive pour une saison et 15 millions. Une équipe qui a toujours eu une identité extrêmement défensive historiquement, mais là, l'année dernière, ça a beaucoup pêché du côté de l'attaque, avec beaucoup de blessures. On a rajouté à Mark Andrews et à Bateman Zay Flowers, plus OBJ donc. Est-ce que les Ravens peuvent faire une breakout season, c'est-à-dire être l'équipe un peu surprise du côté de l'AFC Nord et aller titiller les Cincinnati Bengals qui ont été dominants ces dernières saisons? Eh ben, alors là, on rentre dans le dur, on attaque les gros morceaux de la division. Ce que tu as énoncé, est-ce que effectivement Baltimore peut définitivement bousculer la hiérarchie qui est installée depuis quelques temps en AFC Nord? Ça va dépendre de l'état de santé de Lamar Jackson. Il a déjà été blessé la saison dernière. On sait qu'il a un style de jeu qui est certes très dynamique, très spectaculaire, mais aussi particulièrement dangereux et risqué pour un quarterback. On sait qu'un quarterback qui sort de sa poche, à plus forte raison, un quarterback coureur comme lui, ça se met en danger. Le sort de ce club est intimement lié à la santé de Lamar Jackson. Effectivement, il a eu gain de cause, il a eu son gros contrat, il a eu Odell Beckham Jr., mais on peut se poser la question, quel Odell Beckham Jr. on va voir à Baltimore? Dans quel état? Il y a aussi Nelson Agholor qui est arrivé de Las Vegas, et donc Zay Flowers pour dynamiser encore plus l'attaque. Et on oublie de parler de Rashad Bateman, qui est toujours en développement et qui va attaquer sa deuxième saison après avoir fait une chouette perf en rookie. Donc effectivement, un club qui a une histoire, un passé basé sur la défense, mais qu'on espère voir briller avec une attaque explosive cette année. Oui, totalement. Après, du côté de la défense, toi, est-ce que tu vois des choses? Juste avant de parler de la défense, j'ai oublié de mentionner, il y a un nouveau coordinateur offensif. Todd Monken, tout à fait. Ouais. Et il est particulièrement déterminé.
à exploiter au mieux les capacités de Lamar Jackson. C'est-à-dire, enfin, moi, je comprends ça comme cela. Utiliser ses capacités athlétiques formidables, mais on va dire les canaliser afin que ce soit sa capacité à mettre le feu avec ses jambes dans un backfield, ça ait du sens. Et que ça ne devienne pas une mise en danger ou que ce ne soit pas une course pour essayer de sauver un deuxième down qui se passe mal. Tu vois ce que je veux dire? Oui, totalement. Totalement, je suis assez d'accord. Un petit point sur la défense, puisque pour moi, et même pour beaucoup de fans, les Ravens, ça reste surtout une défense de fer. Ils l'ont montré l'an passé encore. Les équipes adverses ont transformé seulement 35% de leur troisième down. Ça montre quand même une certaine solidité. C'est la tradition continue, j'ai envie de dire. On parle d'un club qui a gagné des titres grâce à sa défense et parfois avec parfois avec une attaque qui se contentait du minimum syndical. Oui. Donc, il semblerait curieux de bousculer cette tradition, d'autant que pourquoi changer ce qui fonctionne? Et dans le cadre des Ravens, ça fonctionne. C'est indéniable. D'accord. Est-ce que tout autre résultat que playoff, ce serait une catastrophe? Ouais, ça serait. En tout cas, ce serait une vraie contre-performance. Ce serait une vraie contre-performance. Je me mouillerai un petit peu plus sur ce point-là, sur la fin de notre petite émission, mais ça serait franchement une contre-performance si les Ravens n'allaient pas en playoff. D'accord, ok. On va voir ça tout à l'heure. Petit mot sur la défense, toujours Roquan Smith, Patrick Quinn, tout va bien, rien à dire de particulier. Ça va. Est-ce que le départ de Wick Martindale va être digéré? Enfin. Ça va être indispensable. Ça va être indispensable. C'est toujours difficile de perdre des joueurs cadres comme celui-ci. Mais c'était le coach défensif, hein, c'était le coordinateur défensif qui est dans la plus grande franchise de la NFL aux Giants et qui a fait beaucoup de bien aux Giants. Il va falloir de toute façon passer outre ce départ à un moment ou à un autre. Une fois de plus, la tradition reste forte. Ok. On va passer, si tu le veux bien, à notre dernière équipe de cette division. Ils ont été au Super Bowl il n'y a pas longtemps. On avait craint l'an passé la gueule de bois du Super Bowl, le Super Bowl hangover, comme disent nos amis américains. Il n'en a rien été. Ils ont fait 12 victoires, 4 défaites. Ils ont été un peu comme Buffalo, j'ai envie de dire, victimes du fait que Damon Hamlin ait eu son accident. Donc, du coup, le match n'a pas eu lieu et ils ont été dépassés par Kansas City. Sinon, ils étaient en place pour aller chercher la tête de série numéro 1 et donc éviter Kansas City et refaire un run pour aller au Super Bowl. C'est les Cincinnati Bengals. Les Cincinnati Bengals qui, eux, ont une attaque avec des skills players de tous côtés. Petite alerte, et visiblement, pour le début de saison, ils risquent d'être absents. C'est Joe Burrow qui s'est blessé pendant la première semaine du training camp au mollet. Pour toi, est-ce que c'est juste une alerte parmi tant d'autres ou c'est à prendre un peu plus au sérieux? Je pense malgré tout que c'est à prendre un petit peu au sérieux. Parce qu'en termes de communication, les Bengals ne sont pas très clairs, je trouve, sur la gravité de cette blessure et ce que ça peut entraîner. Et ça peut vraiment rebattre les cartes, l'état de santé de Joe Burrow en tête de cette division. Un des enjeux pour les Bengals cette année, c'était de protéger Joe Burrow, parce que leur ligne, elle est quand même classée 30e
en protection de passe la saison dernière, et c'est pas fifou comme performance. Donc, ils ont fait un pas dans ce sens en faisant venir Orlando Brown au poste de left tackle, ce qui va être quand même une amélioration significative par rapport à Jonah Williams, qui va très certainement être décalé à droite. Parce que Orlando Brown, en termes d'efficacité, c'est plus de 91% d'efficacité sur les blocs de passe. Donc ça veut dire que c'est du solide et que c'est ce dont ils avaient besoin. Tout comme les Ravens, le facteur X, ça va être l'état de santé de Joe Burrow. Et pour le moment, autant on sait que Lamar Jackson, tout a l'air d'aller pour le mieux, autant sur Joe Burrow, on n'est pas aussi clair que ça sur sa situation. Ah, il est sorti en boitant, visiblement, il a une blessure au mollet. On sait que le mollet, c'est très compliqué à guérir. C'est une blessure de vieux, normalement, de vieux sportif. Alors, il est un peu moins, mobile que certains autres quarterbacks. Il bouge un peu moins, mais tu l'as dit, vu la ligne, il a besoin d'être mobile par défaut. Et il a besoin de se retaper. Donc, dans quel état il va pouvoir prendre la saison? Et dans une division, on l'a vu, qui va être extrêmement compétitive, il a besoin de performer quasiment tout de suite. Absolument. Et puis, tu n'es pas sans savoir, c'est un athlète de très haut niveau, c'est comme une Formule 1 ou comme une machine de précision. C'est-à-dire que ça performe super bien, mais ça peut casser pour un rien. Et quand ça casse et que tu répares, tu es obligé de le faire avec beaucoup de soin. Je veux dire, tu ouvres le capot en mettant des gants blancs, tu vois. Donc, je comprends aussi que Cincinnati s'entoure d'énormément de précautions sur leur communication sur la blessure de Joe Burrow. Et à mon humble avis, on ne saura qu'il est good to go qu'en dernière minute. On l'apprendrait au moment du kick-off de la week 1 que ça ne m'étonnerait pas. D'accord. Surtout que, vu ce qu'il y a derrière, c'est pas, comme dirait quelqu'un, fifou. C'est pas fifou, et je pense que les fans des Bengals n'ont pas envie de savoir qui est le quarterback remplaçant. D'accord. On a vu que, comment il s'appelle, Joe Nixon a baissé un petit peu son salaire pour signer d'autres joueurs. On en pense quoi? C'est plutôt un bon move. Jamar Chase, est-ce qu'il va intégrer le cercle des top receveurs, ou il va laisser planer le doute, où il serait un petit peu en dessous de Justin Jefferson notamment? À voir, Jamar Chase, il a commis une baisse de production sur sa deuxième saison, mais je pense qu'on peut surtout mettre ça sur le dos que, sa saison rookie, elle a été absolument exceptionnelle, et que du coup, il a été beaucoup plus surveillé par les défenses adverses. Higgins a également pris beaucoup plus de ballons du coup. Oui, absolument. Ça a permis la mise en lumière de T. Higgins, mais c'est très bien. Je veux dire, il faut ce type de receveur complémentaire. Je veux dire, chaque Jerry Rice a besoin de son John Taylor. Ça, c'est une référence pour les vieux, qui va permettre de soulager la pression défensive que peut rencontrer Jamar Chase. Je veux dire, à un moment, tu peux pas mettre de double coverage sur tous les receveurs qui sont sur le terrain, et qui lui permettra de briller. Il y aura peut-être moins de catch, mais il y aura des yards, il y aura peut-être plus de touchdowns également, et statistiquement, Higgins va s'y retrouver gagnant également. Ça fait pas de lui un faire-valoir, ça fait de lui un deuxième très bon receveur sur l'autre aile. Ce serait dommage de s'en passer. Oui, et puis tu rajoutes Boyd en plus. Voilà, tu rajoutes Boyd en plus. C'est un poste c'est poste de skills player. Je suis pas trop inquiet en attaque pour les Bengals de ce côté-là. Oui, alors justement, est-ce que le souci du côté de Cincinnati ne va pas être la défense en ayant perdu leur paire de safety, que ce soit J.C. Bates et Von Bell qui partent, c'est ça. ça va faire un trou. Alors, ils ont récupéré Sidney Jones et Irv Smith Jr. Oui.
Est-ce que ça va suffire? Faut l'espérer. Après, la défense de Cincinnati, moi, je la vois vraiment comme ça. Une bonne défense, bonne, Oui. qui sait être très bonne quand la situation l'exige. C'est une véritable unité. Tu as peut-être personne qui sort réellement du lot, mais ça fonctionne. On a quand même Trey Hendrickson, qui est quand même qui fait ses 10 sacs par saison au minimum. Au minimum. Et c'est le type de joueur qui t'amène un plus indéniable. Moi, je vois une belle unité défensive. Oui. Lou Anamuro, sur le coaching, sur le defense coordinateur, pardon. Euh, il fait un très bon travail. Il a un personnel efficace. À part cette petite nuance que je mettrais dans le backfield avec le départ des safeties, euh, reste à voir comment ils vont le combler. Je reste confiant dans l'ensemble. D'accord. Et petite question à côté. Penses-tu que la prolongation de contrat de Joe Burrow qui est prévue pour la saison prochaine peut jouer dans l'ambiance dans le vestiaire ou créer un malaise en quelque part? Pour le moment, difficile à dire. Je pense que on le saura quand le loup sera sorti du bois, tu vois, sur ce sujet. Parce qu'on sait que le sujet existe. Pour le Oui, moment, il n'est pas vraiment mis sur la place publique. Et a raison parce que, très justement, ça pourrait produire les effets délétères que tu as cités. Euh, Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans ces situations. Tu as à la fois un côté purement et simplement management et tu as oui, aussi le côté personnel. C'est vrai que, tu vois, pour parler de quelqu'un d'autre à qui à un moment ou à un autre, on va bien proposer une prolongation, c'est Jamar Chase. Bon, oui, lui et Bureau, ils sont quand même BFF, c'est pas pour rien, ils ont fait la fac ensemble. oui, Si ce point-là devait arriver sur la table, est-ce qu'ils le resteront? Parce que les deux oui, vont demander à être payés à un moment. totalement. Et justement, ça c'est ma seconde question dans la question. Est-ce que c'est pas un dernier run du côté de Cincinnati avec cette équipe où il va falloir complètement repenser, puisque aujourd'hui, ils ont un quarterback qui ne sont pas obligés de payer comme les autres. Et du coup, il va falloir remodeler l'équipe, faire des coups sur d'autres positions, puisqu'il va falloir payer le quarterback et le receveur star. Comment on fait? Il va forcément y avoir des coupes, il va forcément y avoir des restructurations de contrats. Donc, Euh, est-ce que ce serait pas justement l'année ou jamais pour aller jusqu'au bout? Parce qu'on sait que quand tu as ton franchise quarterback qui est sur un contrat rookie, il faut tout donner au maximum pour essayer d'aller jusqu'au bout, quoi. ok. Je pense que si Joe Burrow est en bonne santé et reste en Oui, bonne santé, c'est maintenant, en effet. C'est maintenant, puisque les difficultés éventuelles que tu as citées vont surgir. Mais il y a un si, à mon avis. Avec des si, on coupe du bois, on fait de la musique, mais on ne gagne pas forcément des championnats. d'accord. Ok. Dernière question sur eux. Ben non, c'est à peu près tout, puisque j'allais dire autre chose. Mais je crois que on a fait le tour. Donc, eux, on va suivre le backfield et notamment, ben, est-ce que ça va être leur dernier run? Zach Taylor, lui, tranquille pour la saison. Tu penses que il va faire la saison tranquille, sachant que sa première année a été compliquée et Mhm. maintenant il a un petit peu la carte auprès des médias. Toi, tu penses il va pouvoir passer la saison en roue libre et mettre un coup en playoff? Alors, en roue libre, j'irai quand même pas jusque-là, parce que il va être scruté, forcément. D'accord. Euh, il va être sous l'œil des médias. Cincinnati, ça fait maintenant quelques saisons que c'est une équipe qui brille. On attend Oui. beaucoup d'eux. La question, c'est est-ce qu'il joue son poste? Non, certainement pas. Pas cette année. J'en doute. Euh, Tranquille, je pense pas non plus, puisque
là aussi, il va suffire de quelques contre-performances pour qu'il se trouve controversé. L'année dernière, ils avaient commencé par quelques contre-performances. Justement, ils avaient perdu leurs 2 premiers matchs de mémoire. Absolument. On avait dit, oh là là, c'est la gueule de bois du Super Bowl. Qu'est-ce qui se passe? Tac, 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 ils sont surcotés. Et puis après, derrière, ils finissent par un 12-2, donc qui est plutôt correct. Et encore, je le redis, quel que soit le résultat, ils n'auraient peut-être pas gagné contre Buffalo, mais ils auraient pu avoir le first seed. Ils auraient pu avoir le first seed. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça reste encore les New Kids on the Block, pas pour faire une référence au boys band des années 80, ou est-ce que c'est une équipe établie de l'AFC? Je les vois comme une équipe établie de l'AFC aujourd'hui, à titre personnel. Alors, là aussi, pour Zach Taylor, quelque part, c'est à double tranchant. Si ça marche pas bien, on pourra plus mettre ça sur une gueule de bois post-Super Bowl ou sur une erreur de jeunesse, tu vois, de lui ou de l'effectif. Donc, c'est pour ça, pour lui, saison pépère, il n'est pas sur le hot seat, mais malgré tout, il y a, je dirais pas quelque chose à prouver, mais il y a quelque chose au moins à maintenir. Il y a un standing à maintenir. Ouais, il y a toujours un standing à maintenir. De toute façon, il y a 32 équipes, il y a un nombre de coachs disponibles. Donc forcément, on se doute bien que tous les postes sont scrutés, à part peut-être celui de Sean McVay qui peut peut-être être à vie du côté des Rams, mais après, ça va être un peu plus compliqué pour les autres. Sébastien, Yannick, il est l'heure. Ouf. Et oui, c'est l'heure de faire ton top 4. On commence par le 1, on finit par le 4, ou tu commences par le 4, tu finis par le 1. C'est comme tu veux. Alors non, j'ai commencé au top et finir au fond. Je me mouille. Moi, je vois les Ravens remporter cette division, suivie des Bengals, des Steelers et des Browns, et avec peut-être les Ravens et les Bengals qui vont tous les deux en playoff. Ah ouais, donc toi, tu es comme ça, toi. Moi, je suis comme ça. Alors attention, je pense que ce sera particulièrement serré. Je pense deux choses pour cette poule. Ce sera particulièrement serré, et je pense que les Steelers peuvent jouer les troubles faits et être des matchs totalement pièges pour les prétendants à la tête de la division. Ils peuvent jouer, pas remporter la poule, mais ils peuvent jouer les juges de paix à un moment. D'accord. Donc toi, tu vois les Ravens gagner. Ok. Pourquoi pas? Moi, je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas du tout dans les Ravens. Alors, on connaît mon goût pour les pronostics. Si je pronostique quelqu'un, il se foire. Pour ma part, je vois. Tu mets toujours les Giants en fond de NFCS dans tes promos. Exactement, je les vois toujours bizarrement. Ça marche bien. Ça a bien marché l'an passé. Non, plaisanterie mise à part. Je vois Cincinnati conserver le titre. Je ne crois pas du tout dans les Ravens. Je pense que Lamar Jackson risque à nouveau la blessure et tu l'as dit, OBJ, dans quel état il sera. Et j'ai peur que la frustration lui fasse péter les plombs. Donc, moi, je vois les Steelers en 2 mais c'est le cœur qui parle. Les Ravens en 3 et les Browns qui sont en 4. Et ça ne m'étonnerait pas que ces équipes restent dans la course au playoff jusqu'au bout. Tu l'as dit, ça va être très serré. Le problème, c'est justement avec c'est une division qui est extrêmement compliquée pour sortir. Donc, je vois Cincinnati et c'est le cœur qui parle. J'aimerais bien que les Steelers sortent également et aillent en playoff. Mais ça va être compliqué parce qu'il n'y aura pas beaucoup de place. Il y a 7 postulants pour 12. Et je vois bien les Steelers avoir une place comme ça, vite fait. Mais c'est vrai que ça va être extrêmement serré. Et les Ravens qui se manquent à la fin de saison parce que Lamar va manquer un match ou deux et c'est ça qui va leur faire du mal. D'accord, okay. C'est audacieux, mais pas déconnant.
Ah, tout à fait. Oh, bah, tu connais, moi, c'est mon surnom, le Das, c'est mon deuxième prénom, je ne sais que dire. Sur ce, bah, écoute, on a tenu les 40 minutes, on est plutôt bien. J'espère que vous avez apprécié d'écouter ces previews. Dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, également TikTok, avec Charles qui fait des vidéos. Il a fait des vidéos notamment en story sur Instagram pour vous expliquer comment fonctionne l'attaque, comment fonctionne la défense. Il y aura d'autres séries du même genre. Donc pour apprendre le football américain, c'est une bonne solution. Pour vous préparer pour la saison, il y a les previews. Donc tous les mardis, une preview. Tous les vendredis, une autre preview. Et ça jusqu'au début de la saison. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt. Ciao à tous. À bientôt, bye.